C'est un grand plaisir de vous retrouver pour mes premiers vœux depuis ma réélection, le 9 juin dernier. Suite, vous vous souvenez, il s'en est passé des choses quand même de ces 6 derniers mois. C'est à la dissolution provoquée par Emmanuel Macron, après les échecs qu'il a connus, échecs bien sûr aux européennes et échecs ensuite aux élections législatives, parce que ses politiques et sa personne aussi sont rejetés par le peuple. Mais face à la perspective qui s'annonçait devant nous insurmontable de voir l'extrême droite arriver au pouvoir, nous avons su nous unir et nous avons su nous mobiliser au-delà des cercles militants. Et j'ai vu aussi dans la salle des personnes qui se sont engagées dans cette campagne de manière totalement citoyenne. C'était leur premier tract distribué, c'était leur première porte toquée au porte-à-porte. Sans elles et sans eux, ce n'aurait pas été possible dans cette circonscription de passer si largement au premier tour. Et merci infiniment de leur mobilisation. C'est ça le nouveau Front populaire, certainement, avant toute autre chose. C'est cette mobilisation, cet élan pour faire barrage à l'extrême droite et pour essayer de faire en sorte que le nouveau Front populaire soit au rendez-vous. Nous l'avons été en étant en tête de l'élection, mais malheureusement, nous n'avons pu concrétiser une majorité pleine et entière. Alors, au lendemain de l'investiture de Donald Trump, comment ne pas partager ensemble nos inquiétudes? Vous le savez, évidemment, le moment est grave et nous sommes toutes et tous extrêmement inquiets face au désordre du monde, à ce glissement accéléré vers le fascisme, avec une internationale fasciste qui s'organise, qui est solidaire entre elles, des gouvernements d'extrême droite qui s'installent partout et de nouvelles élections qui arrivent en Allemagne notamment et dans d'autres pays et qui sont lourdes de menaces. Mais quand même, en ces temps de guerre, de conflit, je voulais commencer ces vœux par souhaiter que la paix qui est si fragile puisse durer. Et je pense bien entendu à Gaza, à ses habitants et habitantes, aux otages qui j'espère seront totalement libérés d'ici quelques semaines. Cette paix, si fragile encore, espérons, formons le vœu tous et toutes ensemble qu'elle se consolide, qu'elle puisse vraiment trouver la durée. Et aujourd'hui, j'ai une pensée aussi pour l'UNRWA, pour toutes les personnes qui travaillent dans cette agence de l'ONU, pour qu'ils puissent continuer envers et contre toutes les décisions du gouvernement israélien à faire leur travail indispensable pour la santé, l'éducation, pour les premiers secours à apporter, bien sûr, aux Gazaouis, mais aussi en Cisjordanie et aussi à Jérusalem-Est. Souhaitons qu'ils puissent continuer leur travail et que la France soit au rendez-vous pour financer cette agence absolument indispensable sur le terrain. Alors, malgré un contexte instable, dont je vais vous reparler tout à l'heure bien entendu, quand même, je m'efforce avec mon équipe de continuer le travail que j'avais commencé en 2022. 2 sujets principaux m'animent, enfin 3, je dirais, 3 sujets principaux m'animent. D'abord, la bataille pour les médias. C'est quand même le premier front sur lequel il faut mener combat, valeur contre valeur, face à l'extrême droite. On a vu encore il y a quelques jours sur CNews un débordement de haine et de racisme décomplexé. La bataille pour l'indépendance des médias, pour faire en sorte que le pluralisme soit encore de mise dans notre pays, pour que les journalistes puissent travailler en toute indépendance, dans le respect de leur déontologie. C'est un combat absolument essentiel, c'est le combat pour la démocratie. Donc c'est vrai que c'est un honneur pour moi que de travailler là-dessus. J'apprends énormément, je rencontre beaucoup de gens assez extraordinaires. Et donc bien entendu, je vais continuer ce travail parce qu'il est essentiel. Je travaille aussi, vous le savez certainement, sur la question du travail, de la santé au travail. J'ai l'honneur d'avoir une proposition de loi, d'ailleurs je vois un camarade de la CGT ici dans la salle, que je vais auditionner la semaine prochaine dans le cadre de l'examen de cette proposition de loi, pour faire en sorte de rendre les conditions de travail un peu moins terribles pour les personnes qui travaillent dans le nettoyage. Vous savez certainement que, par confort, pour les utilisateurs des bureaux, on fait travailler des personnes très très tôt le matin ou très très tard le soir, souvent des habitants de nos quartiers populaires, souvent des femmes racisées, qui sont obligées de laisser leurs enfants très très tôt le matin sans pouvoir les déposer à l'école, ou de rentrer quand ils sont déjà couchés,
parce qu'on leur impose, sans réelle raison de fond, de travailler à des heures impossibles. Et donc nous allons essayer de faire en sorte que, c'est très modeste, hein, bien sûr ça ne changera pas leur vie, il y a la question des salaires, la question de la sous-traitance, etc. Mais nous allons essayer de batailler pour que, que ce soit vraiment mis en place, que sauf besoin essentiel, on ne puisse plus imposer ce type d'horaire à des personnes parce que cela détruit leur vie et leur santé, et que tout travail doit être traité avec égale dignité. Et donc c'est un combat que je vais mener là dans les jours qui viennent. J'espère que j'aurai l'opportunité, l'occasion de le défendre dans l'hémicycle le 20 février prochain, au moment de la journée d'initiative parlementaire des écologistes. Et puis bien sûr, je m'investis pour la culture, cette fameuse exception française là qui est très en danger avec le budget qui arrive et qui sort de CMP, dont je vais vous reparler dans quelques instants. Mais je voulais aussi vous parler du travail de mes collègues, parce qu'on entend souvent qu'à l'Assemblée nationale, ça gueule, ça crie, ça fout rien, c'est nul, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je voudrais vous dire que la gauche, les écologistes, travaillent et obtiennent des victoires très concrètes et s'attachent à améliorer autant que possible dans cette situation politique particulièrement difficile, à arracher des améliorations pour la vie quotidienne des gens. Il y a quelques jours, une proposition de loi de Philippe Brun sur la gestion des ascenseurs, faire en sorte que ces grandes entreprises, il n'y en a pas énormes, elles sont 3 ou 4, qui ont entre leurs mains l'entretien et la réparation des ascenseurs, soient obligées de répondre à leurs devoirs. Parce que des ascenseurs en panne, eh bien, c'est dangereux, ça empêche de vivre, et ça peut même causer des accidents parfois mortels. Il y a eu vraiment des accidents terribles. Et donc cette proposition de loi a été adoptée à l'Assemblée nationale. Proposition de loi aussi adoptée, vous l'avez certainement entendu il y a quelques jours à peine, à l'initiative de Fabien Roussel et puis portée par Yannick Monet, sur le cancer du sein, pour que les femmes atteintes de cancer du sein puissent ne plus avoir de reste à charge, parce que ça coûte cher d'être malade dans notre pays, et c'est une véritable avancée qui a été définitivement adoptée. Il n'y a plus de navette, ça y est, c'est acté. Les femmes vont pouvoir bénéficier d'une prise en charge totale des soins liés à un cancer du sein très très rapidement, et j'en suis très heureuse, et c'est le fruit de ce travail parlementaire. Dernier exemple, le protoxyde d'azote. Je ne sais pas si quand vous vous promenez dans les rues, celles et ceux qui savent voient les bonbonnes de protoxyde d'azote. C'est le 3e dans notre pays produit le plus utilisé après l'alcool et le tabac. C'est le gaz hilarant. Et nos jeunes en sont victimes dans nos quartiers. Eh bien, mon collègue Idir Boumertit, député LFI du Rhône, a fait adopter il y a 2 jours une proposition de loi pour empêcher que ça soit vendu au grand public, pour faire de la prévention dans les écoles. C'est un problème de santé publique, c'est un problème de lutte contre les addictions, et cette loi a été adoptée. Donc voilà, je veux dire, il se passe des choses, on bosse, et là, je ne vous ai pas cité les 2 exemples écolos, mais il y a eu aussi des amendements pour lutter contre le démarchage téléphonique, où souvent les personnes âgées sont victimes d'escroqueries. Il y a eu aussi, et il y aura aussi, j'espère, le 20 février pour la niche écologiste, l'adoption définitive d'une loi contre les polluants éternels. C'est la première. Alors ça ne va pas au bout de ce qu'il faudra faire, mais c'est un problème de santé publique énormissime qui est devant nous. Et on a commencé avec mon collègue Nicolas Thierry du groupe écologiste à cranter des choses, à interdire un certain nombre de produits, des produits qu'on mettait sur notre peau, des produits dans le maquillage, qui sont extrêmement cancérigènes et qui sont extrêmement dangereux dans la nature parce qu'ils ne se dégradent jamais. Donc voilà ce qui se passe aussi à l'Assemblée nationale de positif pour la situation du plus grand nombre, de beaucoup de gens. On se soucie bien évidemment de votre quotidien, et on essaye d'œuvrer au maximum. Voilà, merci pour tous ces collègues qui ont fait avancer ces sujets. Alors on fait ça, mais on est aussi face à une crise bien entendu extrêmement profonde, extrêmement grave. Une des caractéristiques des crises en général, c'est que les choix sont difficiles. S'il y a un choix super simple, c'est pas une crise, hein, on sait ce qu'il faut faire. Et là, c'est pas simple. Aucune alternative qui est posée devant nous
avec ce budget qui est sorti aujourd'hui même de la commission mixte paritaire n'est simple. Je ne minimise vraiment pas du tout, je prends très au sérieux le poids qui est sur mes épaules, cette responsabilité de porter votre voix à l'Assemblée nationale, alors qu'il n'y ait pas de budget pour la France d'ici quelques jours, alors qu'on sera déjà en février, c'est grave. Mais que de continuer cette politique et de permettre à ce gouvernement de mettre en place ce budget-là, c'est grave aussi. Et donc, je voulais vous dire, vous expliquer l'état d'esprit dans lequel je suis, qui est celui de la gravité. Et je me suis dit, comment faire quand on a le choix entre deux mauvaises solutions? Eh bien, il faut se référer au principe. Il faut se référer au principe, sans être non plus loin de la réalité concrète, et se référer au principe pour y penser demain. Mais ce qu'il faut quand même bien avoir en tête, c'est que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire de gravité vraiment très intense, elle dérive d'un choix, enfin de deux choix de François Bayrou. Il aurait pu rendre les choses un peu plus chill, un peu plus détendues, vous voyez ? S'il avait fait deux choix. La première chose, c'est qu'il a décidé que la loi spéciale que nous avons votée à l'unanimité en décembre soit mise en œuvre de manière extrêmement restrictive. C'est-à-dire qu'il a décidé que dans tous les ministères, dans toutes les administrations, on allait vraiment avoir une lecture juridiquement la plus étroite possible de cette loi spéciale. Donc tout est bloqué. Donc il augmente là la pression mise sur tous les parlementaires, parce qu'évidemment, nous avons les maires, nous avons les grandes associations qui nous disent il nous faut des subventions, il nous faut que ce soit voté, c'est pas possible de faire autrement. Une autre voie était possible. Et c'était celle, deuxième choix, que proposait ensemble Éric Coquerel, président de la commission finances insoumis, et Charles de Courson, qui ne sont pas toujours d'accord entre eux. Charles de Courson, éminent centriste, qui est le rapporteur général du budget. Ensemble, ils avaient proposé une voie un peu plus respirante, je dirais. C'est-à-dire d'adopter une sorte de premier pré-budget qui permettait de résoudre des questions un peu des nœuds, mais sur lesquels tout le monde était d'accord, notamment les questions d'impôt sur le revenu, de faire en sorte que le barème soit ajusté pour éviter que des dizaines de milliers de personnes qui n'étaient pas imposables deviennent. Ça, on aurait très bien pu le faire. On aurait gagné du temps, on se serait épargné de l'inquiétude et on aurait pu entamer par un projet de loi de finances rectificative la suite, tranquillement. Ça n'a pas été le choix de ce gouvernement, parce que ce gouvernement a choisi de mettre une pression maximale sur tous les parlementaires au nom de, vous savez, comme ils disent tout le temps, en responsabilité. Mais en responsabilité, ils font le choix de la crise et de son approfondissement au mépris, moi je crois, au mépris de l'intérêt général. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête pour comprendre aussi la responsabilité de chacun. N'empêche, on en est là, la CMP est terminée. Commission mixte paritaire, vous savez, les 7 sénateurs et les 7 députés. Qu'en est-il de ce budget? On a commencé à regarder avec mon équipe, avec l'équipe du groupe écologiste et social à l'Assemblée nationale. Et ce budget est un véritable budget d'austérité. En tout, 24 milliards de baisse des dépenses publiques. Je ne vais pas vous faire toute la liste de ce que, en échange de certaines soi-disant avancées, il a fallu relaisser. Parce que pour certains pas en avant, il y a vraiment des pas en arrière extrêmement significatifs. L'écologie, je ne vais pas vous faire le détail, mais vous avez entendu, comme moi, les accusations terribles portées contre les agents, par exemple, de l'Office de la biodiversité. Mais c'est incroyable de mettre une cible comme ça dans le dos des agents publics. Je veux dire, quand nous parlons des violences policières, que nous interrogeons sur la façon dont fonctionne la police nationale, que n'entendons-nous pas que nous sommes la honte de la République, etc. Mais eux, ce qu'ils ont fait, ils ont mis des cibles sur le dos de ces agents, comme ils l'ont fait d'ailleurs aussi sur le dos des inspecteurs du travail. C'est extrêmement grave. Mais en fait, ce qui est en train de se passer, c'est un reflux massif sur tout ce qui concerne les politiques environnementales. Un reflux massif, évidemment, en France, on l'observe là, en Europe et à l'international, alors que tous les experts disent qu'il faudrait accélérer pour éviter la catastrophe. Au contraire, on est en train de faire volte-face.
Et ça, évidemment, on pourrait dire, ah bah ma prime rénov baisse de temps, etc., baisse de temps, l'ADEME baisse de temps, mais c'est vraiment une forme de stop et de demi-tour extrêmement grave qui est en train de se produire alors que la catastrophe est là et qu'on la voit déjà avoir lieu dans certaines parties de la planète, et on a vu les inondations très récemment. Sur la culture, et je veux attirer l'attention sur ce budget parce que nous sommes ici, c'est 80 millions de baisse sur l'audiovisuel public, c'est 300 000 emplois l'audiovisuel public. C'est 130 millions de baisse sur la création, là aussi c'est plusieurs centaines de milliers d'emplois qui vont être directement inquiétés. Là vous avez peut-être vu, mais des directives sont passées pour faire en sorte que le pass culture soit raboté dans ce qu'il avait de meilleur. C'est quand même incroyable. Il le rabote dans ce qu'il avait de meilleur, c'est-à-dire la possibilité donnée de faire des sorties scolaires, tous ensemble d'aller au théâtre, tous ensemble d'aller au spectacle, tous ensemble d'aller... Eh bien ça c'est fini. Le chèque hyper consumériste, ça continue, mais les sorties collectives, c'est ça qui est raboté. Je sais, je vois des enseignants dans la salle, qu'ils ont reçu les directives pour arrêter tout nouveau projet. C'est une orientation politique qui est désastreuse. La jeunesse, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, mais si vous avez dans votre entourage un jeune qui devait commencer un service civique lundi, eh bien en fait ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu, c'est-à-dire que c'est d'une brutalité extraordinaire, hallucinante. Là, on a reçu, le ministère, l'agence chargée de ça a envoyé les directives, c'est terminé. Il n'y a plus de service civique. Les contrats aidés, etc., etc. Les bourses étudiantes qui ne seront pas revalorisées, ce qui fait qu'il y a des dizaines de milliers d'étudiants qui vont perdre leur bourse ou qui n'y auront pas accès. Ça, c'est la réalité concrète de ce budget. Bien sûr, la baisse de 10% du salaire pour les fonctionnaires malades. Alors vous savez, quand on parlait d'austérité, souvent les macronistes ou la droite vous disaient non mais c'est pas, vous dites que c'est l'austérité, mais c'est pas vrai, parce que l'austérité c'est quand on baisse le salaire des fonctionnaires. Bah, écoutez, moi je trouve que 10% de baisse pour des gens malades, c'est enfin, je sais pas, quand on dit ça, on se dit mais et c'est 900 millions d'euros hein, sur leur dos quand même. 900 millions d'euros qui seront mis de côté sur le dos des personnes qui sont souffrantes. Voilà, donc c'est ce choix-là qu'on nous demande de laisser passer. 2,2 milliards pour les collectivités, mesdames, messieurs les maires, je ne sais pas comment on va boucler les budgets dans nos communes pour préserver le service public local pourtant indispensable au quotidien. Une baisse de 300 millions d'euros sur les APL, 630 millions d'euros de baisse sur l'enseignement supérieur, je suis en train de vous déprimer, hein, sur l'enseignement supérieur et la recherche. C'est bizarre, ils coupent sur la recherche verte, les énergies renouvelables. Ah bon, ah bah c'est bizarre. Bon, écoutez, voilà, quand on fait le tri, quand on fait le bilan, c'est vrai que c'est pas acceptable. C'est pas acceptable de ce budget qui est... Je ne sais pas s'il est pire que celui de Michel Barnier, mais en tout cas, il n'est même pas un peu mieux. Il n'est même pas un peu mieux, il va aggraver la situation sociale d'énormément de personnes dans notre pays. Et c'est ça qu'on nous demande de laisser passer. Donc moi, je ne vais pas pouvoir faire ça. Je ne vais pas pouvoir faire ça. Et je le fais avec beaucoup de... Enfin, je vais donc censurer ce gouvernement s'il y a un 49 mois, s'il y a une motion de censure. C'est pas de gaieté de cœur, franchement. Mais non seulement je n'ai pas envie de laisser passer ça, mais en plus, ne pas les censurer, c'est leur permettre de durer. Et de durer pour quoi faire? Pour continuer à mener une politique anti-immigration et au-delà islamophobe, avec les mots qu'on a entendus qui sont extrêmement choquants par le Premier ministre il y a quelques jours. C'est leur permettre de fusionner l'audiovisuel public et de fragiliser encore plus son indépendance. On a l'extrême droite aux portes du pouvoir, mais c'est pas grave, on va fragiliser l'indépendance de l'audiovisuel public, c'est pas du tout un problème. Hein, on sait bien que dans tous les pays où l'extrême droite est arrivée au pouvoir, ils ont commencé par ça, mais c'est pas grave, on va faire ça. On va les laisser continuer à destruction des politiques environnementales, parce qu'il y a des lois en cours au Sénat et à l'Assemblée nationale, mais surtout
Ce qu'il faudrait faire, c'est le cumul des mandats, hein, vous savez, c'est très important, on va les laisser faire ça, parce que moi, je vais vous dire, hein, j'ai pas l'impression de ne pas avoir déjà un plein temps plus, vous voyez, donc je vois pas trop comment on peut faire, mais c'est ce qu'ils veulent faire, et on pense que c'est urgent de rétablir le cumul des mandats. Donc non, je veux dire, ne pas les censurer, c'est leur permettre de durer, et donc derrière, de dérouler une politique qui va continuer à faire des clins d'œil à l'extrême droite. Et c'est la raison pour laquelle, je vous l'ai dit, je censurerai ce gouvernement, parce que c'est la moins pire des deux possibilités, parce qu'elle préserve l'avenir. Elle préserve l'avenir. La situation maintenant, c'est vrai, elle est très préoccupante, mais la possible victoire du Rassemblement national l'est évidemment encore bien davantage. Et je considère que laisser faire, c'est poursuivre, de donner les clés de ce pays au Rassemblement national. Le blocage actuel, il montre une chose, il montre la nécessité d'avoir une majorité réelle, absolue, à l'Assemblée nationale le plus tôt possible. Même si le nouveau Front populaire est arrivé en tête en juin dernier, ça n'a pas été suffisant. Nous avons une courte majorité relative qui nous a empêchés d'obtenir le poste de président de la République, pas de la République, ça vous savez qu'on ne l'a pas eu, de président de l'Assemblée nationale, et qui justifie, très mal bien entendu, c'est absolument injustifiable, mais qui permet au président de la République de continuer à refuser la réalité pourtant sortie des urnes, c'est que nous sommes arrivés en tête. Donc il faut gagner, il faut que dès la prochaine élection, je ne sais pas s'il y en aura une dans l'année, je ne sais pas, mais il faut que nous soyons en situation, en mesure de l'emporter vraiment, de l'emporter totalement. Et l'union est absolument indispensable pour l'obtenir. Pour surmonter la vague immense d'une extrême droite conquérante en France et dans le monde, il faut l'union, c'est absolument indispensable. Alors, mes chers amis, mes chers camarades, il y a plein de personnes ici qui sont dans des partis politiques et je veux les en féliciter, c'est bien de s'engager, je ne veux pas dire le contraire, mais il y a aussi plein de gens qui n'y sont pas. Et le nouveau Front populaire n'appartient pas qu'aux partis, il appartient aussi, et on l'a tellement vu ici sur notre territoire, à des tas de gens qui se sont mobilisés, à des associations, à des syndicats qui ont appelé à voter pour le nouveau Front populaire. Ne les décevons pas. Je sais que localement nous saurons trouver les moyens, malgré évidemment des désaccords, évidemment des manières différentes de voir les choses, mais de les surmonter pour discuter, pour construire et pour rester unis dans un dialogue respectueux et constructif. Parce que pris les uns sans les autres, sans l'union, nous ne sommes rien. Nous ne sommes que l'incarnation de l'impuissance de bonne conscience. Mais là, ça ne suffit pas, parce qu'en face de nous, il y a une possibilité de la mise en œuvre résolue, déterminée, rapide, extrêmement violente d'une politique d'extrême droite dans notre pays. Nous devons l'empêcher. Alors, chers amis, chers camarades, je nous souhaite 11 mois d'union dans le respect pour la victoire prochaine du nouveau Front populaire.